Garonne, c'est pas Valladolid, c'est Paris Saint-Germain. Depuis 2011 et l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale semblait bien lancé dans son rêve de conquérir la Ligue des Champions. Le président Nasser El Khelaifi s'était donné 5 ans à partir de l'exercice 2012-2013 pour arriver à maturité et soulever la coupe aux grandes oreilles. En 2013, Paris restait sur un très honorable quart de finale face au Barça sans perdre, avant d'enregistrer une sortie extrêmement frustrante en 2014 face au Chelsea de Mourinho, après avoir gagné 3-1 au match aller. Mais en 2015, le 8e de finale face à ces mêmes Blues qui semblaient encore tourner à l'avantage des hommes de José va cette fois basculer sur des coups de tête de David Luiz et Thiago Silva, alors que Paris jouait à 10 contre 11 pendant plus d'1 heure à Londres. Mais le nombre de blessés et de suspendus en quart de finale face au Barça de Luis Enrique les fera plier de nouveau. Il ne restait alors que 2016, l'année de la maturité pour le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc qui écrasait la Ligue 1 cette année-là, seulement défait pour la première fois en avril face à Lyon, passant tout près du record d'invincibilité du FC Nantes de 95. Pour la seconde année consécutive, Paris décroche le quadruplé, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, dont une saison encore à 20 équipes, à 96 points. 2016, c'était la dernière saison de Zlatan, l'année également où le projet QSI semblait être arrivé à son firmament. Un 8e de finale face à un Chelsea malade prouve que Paris a bien grandi, mais lors d'un quart de finale à l'époque contre un Manchester City très prenable, tout va voler en éclats. Alors que Serge Aurier insulte la plupart de ses coéquipiers en ligne, dont son entraîneur, ensuite réintégré et ajouté à un 3-5-2 très bancal, résultat, le nul très frustrant au parc va mener à une défaite à l'Etihad Stadium au terme d'une prestation bien pâle. Cette fois, il n'y a plus d'excuses. Le projet QSI fait du surplace et forcément du côté de Doha. Ça gronde. Le PSG se sépare finalement de Laurent Blanc. Désormais, les titres nationaux ne suffisent plus. La direction parisienne n'a Dieu que pour la coupe aux grandes oreilles. Et c'est ainsi qu'en été 2016, un entraîneur espagnol spécialiste des conquêtes européennes avec le FC Séville pose ses valises au camp des loges. Désormais avec Unai Emery, c'est une nouvelle ère qui débute pour le club de la capitale, mais l'objectif européen se transforme petit à petit en obsession malsaine. Le début d'une spirale négative qui va attiser les moqueries de beaucoup, en France comme en Europe. Voici comment Paris est entré en 2017 dans son propre cercle vicieux. « 2016, malgré un deuxième quadruplé et 96 points en championnat, le PSG qui venait pourtant de prolonger Laurent Blanc le pousse vers la sortie, avec une prime de licenciement à hauteur de 22 millions d'euros, une somme colossale qui s'explique par un quiproquo entre Nasser et son patron à Doha. Le président du Paris Saint-Germain voulait conserver le technicien français, mais l'image renvoyant en quart de finale de Ligue des Champions n'a pas du tout plu au propriétaire du club de la capitale, le prince Al Thani. Un manque de communication qui affiche la mauvaise gestion du dossier. Changer pour changer, oui, et après. Pourtant, l'arrivée de l'entraîneur du FC Séville, triple vainqueur en titre de la Ligue Europa, annonce l'objectif prioritaire pour le club parisien, tout pour l'Europe, rien que pour l'Europe. Désormais sans Zlatan, en Ligue 1, le PSG tente de prendre ses marques, mais dès le mois d'août, les Parisiens vont tomber sur un rocher. Défait 3-1 à Monaco, ce revers va les reléguer dans l'ombre du club de la Principauté. La formation de Léo Jardim va se montrer intraitable lors de l'exercice 2016-2017. Paris n'a pas non plus effectué une mauvaise saison avec ses 87 points, même si cela reste en dessous des 96 points de l'an passé, et encore une fois, 96 points c'est exceptionnel. Sauf qu'en 2017, Monaco va signer une copie en Ligue 1 à 95 points, autrement dit, un ASM quasiment injouable.
Imaginez un peu si on avait eu le PSG de 2016 et le Monaco de 2017 lors de la même saison, oh, ça aurait été incroyable. Hein. Et c'est pour ça que même si les critiques envers Unai Emery et son Paris Saint-Germain étaient justifiées, je trouve qu'on s'est montré assez dur avec Emery pour sa première saison en Ligue 1. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain était plus fort sous Laurent Blanc, mais avec Unai, c'était tout simplement un autre style, une autre personnalité qui a tenté d'imprimer sa patte, et quand il a récolté 87 points, pas de chance, Monaco en a pris 95, c'est le football. Mais rappelons-nous de l'objectif principal de Paris, tout pour l'Europe, rien que l'Europe. En phase de groupe, Paris va tomber sur un ogre aux mêmes couleurs que l'AS Monaco, Arsenal qui était pourtant loin d'être effrayant cette année-là, mais Paris ne parvient pas à les battre dans cette phase de poule. En revanche, plus préoccupant, après avoir été tenu en échec au parc par le Ludogorets Razgrad, la première place du groupe s'échappe, si bien que Paris prendra un gros morceau en huitième de finale. Le tirage au sort désigne le Barça et sa fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar. Alors que Paris n'allait pas très bien à ce moment-là en Ligue 1 et au moment du tirage, on s'est tous dit la même chose, hein. C'est foutu. Ces Blaugrana tournent à plein régime et à l'approche de ce huitième de finale a priori très déséquilibré, comme si les difficultés n'étaient pas assez grandes, avant le match aller au parc, Paris sera privé des deux Thiago, Silva et Mota, et la stat affreuse d'Unai Emery face au Barça, une seule petite victoire en 23 confrontations, ne laisse rien présager de bon. L'effectif catalan est tout simplement pléthorique avec encore beaucoup de vainqueurs de la Ligue des Champions en 2015, et en face, Paris va pallier l'absence de Thiago Silva en défense par le jeune Presnel Kimpembe, 22 ans, et au milieu l'Allemand Julian Draxler comme choix offensif. Et même quand tout semble écrit, le football reste décidément imprévisible. Sortir en boitant le coup franc but, l'ouverture du score, Di Maria. Au-delà d'André Di Maria et de ses deux frappes extraordinaires, ceux dont on craignait qu'ils ne soient pas au niveau d'une telle rencontre ont immédiatement rassuré. Pour attaquer, oui à droite, Draxler pour le 2-0. Adrien Rabiot en plaque tournante est déjà très entreprenant lors de la campagne de 2016, Thomas Meunier qui neutralise Neymar, et même Kimpembe qui se paye Messi. Hop là, le football ne cessera jamais de nous surprendre. Paris écrase le Barça lors de ce match aller sur le score fleuve de 4-0, au terme d'une de ses plus belles, si ce n'est la plus belle prestation en Coupe d'Europe de son histoire jusqu'ici. Un match parfait pour un résultat parfait. Unai Emery a gagné son pari. Et avant même le huitième de finale retour, on parle déjà de l'année du déclic pour Paris en Ligue des Champions. Ouais, exceptionnel, mais c'est pas seulement battre le Barça 1-0, c'est 4-0 et on aurait pu en mettre encore. C'était un match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. C'est des trucs de fou. C'est magnifique pour nous, pour le club, pour les joueurs, pour le coach. C'est un match qui va rester dans la légende du foot français. Hier soir, le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-0 en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Aucune équipe dans l'histoire de la compétition ne s'est fait éliminer après avoir gagné 4-0 à domicile au match aller. Alors, que pourrait-il bien arriver au Paris Saint-Germain? Avec 3 semaines d'écart entre le match aller et le match retour, le club de la capitale va faire face à un ennemi invisible, le temps. Car au fil des jours, les éloges qui pleuvaient de tous les côtés vont laisser place à un discours alimenté par le fameux « et si ». En tout cas, cette conversation entre 4 joueurs du Paris Saint-Germain est assez intrigante. Écoutez bien ce qu'ils disent. Pour le match retour, franchement, vous sentez comment? Après un match, que tu présentes, tu perds 5-1 et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Tu étais content? Barcelone, t'es content. Je suis content. Non, moi, c'est me disait avant, mais là, pour moi, t'es un peu énervé. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais t'es passé, t'as fait 4 buts à l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va pas. Tu penses là le meilleur scénario? Si vous souhaitez voir les vidéos en intégralité, je vous mets les liens en description. Mais au-delà de la conversation, je trouve que le sujet est vraiment fascinant. On peut aimer le foot chacun de notre manière, mais notre approche sera différente. D'un côté, il y a ceux qui disent « faut jouer à fond coûte que coûte », et de l'autre, ceux qui disent « peu importe la manière, la qualification avant tout ». Et qu'on soit d'accord avec l'une ou l'autre, je trouve que le débat est très intéressant. En revanche, ce que je n'appréciais pas vraiment, c'est que les journalistes français n'arrêtaient pas de rappeler aux joueurs parisiens «
Et vous avez vu, le Barça, ils ont gagné 6-1 contre Rijon. Et 3 jours plus tard, vous avez vu, ils ont gagné 5-0. Ça pourrait suffire si c'était le même score contre Paris. Oui, alors? Non mais vraiment, cet entre-deux match entre Paris et le Barça, c'est certainement l'un de ceux qui a fait le plus parler. Et pas qu'en France d'ailleurs, hein. Moi qui suis en Angleterre, je peux vous dire qu'on en discutait beaucoup. Pas uniquement parce que c'est Paris, hein, qui d'ailleurs s'est déjà fait renverser en 2014 contre Chelsea, mais surtout parce qu'en face, c'est le Barça. Et avec eux, tout est possible. Entre une forme de peur et de paranoïa et des joueurs qui se disent mais non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. En réalité, le spectre de ce match retour sera constamment associé à un mot d'origine espagnole et qui va trotter dans tous les esprits, en bien comme en mal. Ici, on ne croit qu'à une chose, la remontada. Nous sommes à la moitié de la confrontation. Si le PSG a pu en marquer 4, nous pouvons en marquer 6. En 95 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Un exploit, voilà ce qu'il faudra au FC Barcelone pour renverser le Paris Saint-Germain. « 8 mars 2017. 3 semaines après le 4-0 du Parc des Princes, le match retour se déroule au Camp Nou devant 98 000 spectateurs qui croient tous en l'impossible. Pour tenter de combler ce retard considérable, l'entraîneur catalan Luis Enrique va bouleverser son système de jeu avec une défense à 3, le trio classique au milieu, Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi en position de faux neuf, mais un vrai faux neuf si vous voyez ce que je veux dire, Rafinha avec un F sur le côté, ainsi que Suarez et Neymar pour compléter cette équipe ultra offensive pour ajouter un max de pression au Paris Saint-Germain qui, dans sa composition, verra Thiago Silva retrouver sa place en défense centrale. Lucas Moura est préféré à André Di Maria sur le côté droit, un choix certainement plus défensif, et cela se comprend puisque le Barça va forcément attaquer. Draxler conserve sa place à gauche, tout comme Cavani dans l'axe. On est grosso modo dans la même philosophie que le match aller. Dès les premiers instants, il faudra faire preuve d'une grande concentration, d'une rigueur irréprochable dans les tâches défensives, mais à peine le match commencé, dès la 2e minute, la défense parisienne commet une bourde. Menace de Messi et le but barcelonais. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Il y a but, Stéphane. Il est accordé celui-là. Quelle entame des Barcelonais qui après 2 minutes et 30 secondes sont devant. Dans ces circonstances, c'est exactement ce qu'il fallait au Barça pour les motiver, parce que d'un coup, on passe de -4 à -3, et le match vient à peine de commencer. Alors oui, on peut parler de cette main de Mascherano dans la surface, mais dans ce cas, parlons aussi de celle de Marquinhos 3 minutes plus tôt. Monsieur Aiteki ne siffle rien, et c'est son droit, car on est en plein dans l'interprétation, et pour le moment, il se montre cohérent. L'atmosphère est étrange sur le terrain, et à la 23e minute, tacle dangereux de Piqué qui n'écope que d'un carton jaune. Plein de petites choses se passent, mais l'arbitre ne tombe pas dans le piège, et dans cette soirée pas comme les autres, on sent au fil des minutes que la pression monte de plus en plus. Et sur cette action, la position des bras de Meunier sur Neymar aurait pu conduire à un penalty. Là aussi, M. Aiteki a été gentil, mais cette fois avec le Paris Saint-Germain. Mais entre la pression du public du Camp Nou et une défense parisienne totalement calamiteuse, le PSG va offrir un second but au Barça juste avant la pause. Bien gêné Marquinhos. Non, c'est pas possible. C'est interdit de prendre un but comme celui-là. Paris qui prend 2 buts casquette. Déjà le premier et encore celui-ci. En revanche ici, pas de jaune pour Piqué. Pourquoi? Eh bien parce que l'arbitre allemand, M. Aiteki, sait qu'il a déjà un carton. Pas une décision non plus scandaleuse parce que Cavani est quand même très loin du but. Difficile de dire que c'est une occasion annihilée. Donc ceux qui disent que Piqué aurait dû être expulsé dès la première mi-temps, n'oublions pas la clémence de l'arbitre envers Meunier sur l'action de Neymar. 2-0, Paris n'a eu jusqu'ici le ballon que 37% du temps et seulement 2 tentatives contre 7 pour les Blaugrana. À la pause, il n'y a plus que 2 buts d'écart, 4-2 pour les Parisiens sur l'ensemble des 2 matchs, ce qui paraissait impensable avant le coup d'envoi pourrait bel et bien se produire. Début de la seconde période et un fait de jeu dès la 50e minute. Au départ, l'arbitre allemand M. Aiteki n'accorde pas le penalty, mais après avoir consulté son assistant, pourtant 2 fois plus loin que lui, ce dernier change d'avis et accorde finalement le penalty. Il n'y a pas encore de VAR à l'époque et dans cette histoire, la question est de savoir s'il y a faute ou non. Et selon les images, ça paraît clair, il y a bien faute de Meunier, penalty transformé. Et le Barça mène maintenant 3-0 et ça commence à ressembler à une catastrophe.
Et ça fait 2 ententes de mi-temps terribles pour les Parisiens. Qui est passé par-dessus Neymar, le centre de Meunier. Le poteau sur la reprise de Cavani. Ils sont maudits ce soir les Parisiens. Et à l'heure de jeu, Vers Kurzawa. Le but le voilà. Et comme par hasard il est signé. Edinson Cavani. Emery au 7e ciel parce qu'il sait que celui-là, c'est le but qu'il faut. C'est le but qui change tout pour le Paris Saint-Germain. énorme bol d'air frais pour Paris. Tout le monde, y compris les joueurs barcelonais, pense qu'à ce moment-là, c'est plié. À l'époque révolue de la règle du but à l'extérieur, il n'y aura pas de prolongation et ce Barça doit impérativement marquer 3 autres buts, 6 au total, pour se qualifier. Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif, hein, c'est très notable. Et en face c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Évidemment, ces commentaires font sourire, mais dans le fond, on pensait tous la même chose à ce moment-là. Le chrono tourne, Neymar et Suarez simulent à tout va, l'Uruguayen se fait prendre à son propre piège, carton jaune pour simulation. Paris passe totalement à côté de sa rencontre, mais on pense encore qu'à ce stade, cette piètre prestation leur servira simplement d'alerte sans conséquence pour la suite. Le Barça, lui, donne tout pour revenir, mais à l'image d'un Messi plutôt discret, ces Blaugrana sont eux aussi loin de leur forme optimale. Pendant ce temps, Piqué est toujours sur le terrain et heureusement pour lui que le ballon a atterri sur cette partie du bras dans la surface, car si ça avait atterri sur l'autre bras, c'était cuit pour lui. Pas de penalty ici, on joue alors la 85e minute de jeu. Et après le poteau de Cavani, Di Maria tient la balle de match entre ses pieds. Sauf que Mascherano ne joue absolument pas le ballon, la faute est réelle, mais elle n'est pas sifflée. Et à la 87e, le club de la capitale se livre trop et le Barça obtient un bon coup franc. Neymar. Quel coup franc de Neymar. Et on va avoir 5 minutes de folie. Frappe imparable de Neymar qui vient récompenser son excellent match, même si le fait qu'il finisse le match, tout comme Mascherano, est un point d'interrogation. Mauvais arbitrage ou pas, comment expliquer le fait que par la suite, Paris soit totalement submergé par la pression et l'enjeu, et ne réussissent presque aucune passe dans le dernier quart d'heure, ou n'arrivent même pas à se concentrer un minimum pour conserver un ballon. Ça, ce n'est pas dû à l'arbitrage, c'est de leur faute. Trop pressé d'en finir, trop éreinté sur le plan émotionnel pour construire. Dans ces dernières minutes, le Paris Saint-Germain va se liquéfier. Ballon par-dessus de Messi. Il y a penalty. Il y a penalty, il y a faute de Marquinhos sur Luis Suarez. Vous avez déjà vu quelqu'un tomber naturellement de cette manière? Non, parce qu'il n'y a pas pénalty. Alors oui, les Barcelonais vont me dire, mais il y a le bras de Marquinhos. Mais le défenseur parisien le retire très vite. Le plus impressionnant dans cette action, c'est l'interprétation théâtrale de Suarez qui se prend la tête, et ensuite la gorge. On y croit tellement. Ah, c'est parfait. Attention, attention. 5 buts à 1 pour le Barça. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout. 5-1, et ce qui devait arriver, arriva. Attention. Dessus. Non. Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Invraisemblable. Ils viennent de faire un truc unique. En 213 précédents en Coupe d'Europe, ça n'avait jamais été fait. Pire qu'un cauchemar. Entre un PSG qui a sombré au fil du match et un arbitrage loin d'être à la hauteur, on ne peut dissocier l'un et l'autre pour analyser cette remontada. Mais comment en est-on arrivé là? Paris avait tellement de possibilités d'éviter un tel scénario, à l'image des 2 premiers buts encaissés totalement évitables. Comme si les joueurs avaient oublié d'être professionnels, comme s'ils étaient persuadés que cette avance de 4 buts allait largement suffire avant même le coup d'envoi. Et ce Barça sortira dès le tour suivant en quart de finale, une nouvelle fois écrasé à l'extérieur 3-0 cette fois par la Juve, mais là où les Turinois feront preuve de maturité, ils fermeront le match retour au Camp Nou, chose que le Paris Saint-Germain a été incapable de faire. Le Qatar, ulcéré, va
tout faire pour corriger le tir, quitte à jouer avec les règles du fair play financier. Il faut tout changer, peu importe ce que ça va coûter. L'arrivée de Neymar, de Kylian Mbappé, le Final 8 de Lisbonne avec Thomas Tuchel jusqu'à l'arrivée de Messi, Paris aura tout tenté, mais va encore traverser des tempêtes dont les causes directes trouvent leur source dans cette remontada en 2017. Vivement que Luis Enrique passe dans l'autre camp.